Alors cette idée, elle m'a pas été, comment dire, c'est une conférence, il y a beaucoup de conférences que je donne qui me sont demandées, qui me sont commandées, enfin, pas toutes, mais il y en a un certain nombre. Les conférences que j'ai faites les années précédentes sur, disons, science et fiction, ça c'est comment dire, mon business habituel, mes créations habituelles. Ça c'est une conférence qui m'avait été demandée par la Gaieté Lyrique, parce qu'à l'époque je m'occupais de la programmation des conférences scientifiques pour enfants, pour les 8-12 ans, à la Gaieté Lyrique. Je leur faisais la programmation, pendant quelques années j'ai fait ça. Et donc il y avait une année, ils voulaient faire quelque chose autour des fantômes. Le thème c'était les fantômes. Alors on allait parler à la fois des fantômes, il y avait un auteur qui était venu parler des fantômes, il y avait une historienne qui était venue parler de l'histoire des fantômes, il y avait quelqu'un de la magie et du théâtre qui était venu montrer comment on fait des fantômes sur scène, comment on fait des impressions de choses fantomatiques ou curieuses sur scène. Et moi j'avais construit cette conférence spécialement sur les illusions, les fantômes, les simulacres, les choses qu'on voit et qui font sens. On se dit je les vois donc c'est vrai. Et en fait, c'était pour se convaincre, l'idée là de ce soir de cette conférence, c'est de se convaincre que c'est la phrase je l'ai vu donc c'est vrai, il faut s'en méfier. Il faut se méfier de vos sens. Bon, évidemment, ça va, elle est là. Je la vois et je la touche par deux sens, donc elle est là. Mais il y a des tas de situations, on pourrait dire des choses et c'est curieux. Donc utiliser les illusions pour montrer finalement comment fonctionnent nos sens, singulièrement notre vue. Il y aura aussi des choses en audio, je ne sais pas si on entendra, je n'ai pas demandé à la technique s'il y a possibilité d'avoir du son qui sort de mon ordi que tout le monde entend. Sinon, ce n'était pas prévu, mais bon, écoute, non, c'est pas grave. Je les sauterai, c'est pas grave. Ou je mettrai le micro à côté alors. Et donc voilà, c'est pour montrer que ces illusions, elles révèlent la façon dont fonctionnent nos sens et dont fonctionne notre cerveau, et que c'est une façon qui est plutôt plausible, ça marche, hein, essentiellement la vie est belle et on arrive à se débrouiller dans la vie, mais il y a des tas de situations, en fait, où ça ne marche pas. Et quand on fait des sciences, quand on essaie de comprendre le monde et qu'on se dit je le vois donc c'est vrai, ben, il faut se méfier. Par exemple, il est évident que le Soleil tourne autour de la Terre. Il n'y a pas besoin de se casser beaucoup. Hein. Il se lève, il se couche, c'est évident. Voilà, c'est faux. Et comme ça, il y en a des kilomètres. Quoi. Alors, Donc, ta conférence n'a pas de lien direct avec l'exposition qui a lieu en ce moment au Palais de la Découverte sur les illusions d'optique? ah ben, elle pourrait en avoir un, bien sûr. Ah ben écoute, bien sûr, j'avais pas remarqué, enfin j'avais pas noté qu'il y avait cette exposition. Alors c'est exactement ça. Si vous avez eu cette exposition, probablement vous ne découvrirez rien dans cet exposé. Si vous voyez cet exposé et que vous allez voir l'exposition, vous allez être des savants. Probablement, il y a des choses communes. Il y a certainement des choses communes. Alors, ça dépend aussi comment ils ont travaillé le sujet. Ça peut être les illusions pour le plaisir. Les illusions, c'est aussi un plaisir de voir nos sens qui se font tromper, de réaliser que ce qu'on voit ne correspond pas au réel. Il y a une manière de joie, un peu une magie. Et en même temps, moi j'ai une idée plus un peu, disons, théorique, épistémologique, pour dire un gros mot, euh, de, de réaliser que la compréhension du monde, elle ne peut pas se fonder que sur nos sens, et qu'on doit se méfier de nos sens, et d'ailleurs d'une manière générale de tous les objets qui les compensent. Ça peut être une lunette astronomique, un microscope, etc. Donc tous ces objets-là, qui intermédient entre le réel devant vous et le cerveau qui analyse ça, et même le cerveau lui-même, il y a des problèmes, on le verra sur la fin. Et bien voilà, il faut se poser des questions sur le monde, et c'est pas juste je l'ai vu donc c'est vrai, ou je l'ai touché donc c'est vrai, ou je l'ai vu et je l'ai touché donc c'est vrai. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans le monde de la recherche scientifique. Donc moi j'ai une ambition un peu plus théorique, disons, de faire réaliser à quel point on peut se tromper de bonne foi. C'est pas parce qu'on est abrutis, c'est parce qu'on fonctionne comme ça et qu'il faut être conscient de ces limitations si on veut pouvoir les dépasser. Très bien. Nous avons hâte de découvrir ta conférence. Je vais vous demander de mettre vos téléphones sur silencieux, s'il vous plaît. Et puis, suite à la conférence, nous aurons à peu près une demi-heure de questions-réponses avec Roland. C'est une Merci à conférence, je vous. pense, un peu interactive aussi, de toute façon. Interactif, Donc, parfait. je vais essayer de faire 1 heure et quart en tout, 1 heure et demie en tout. Et il y aura des questions, vous allez voir. Donc, on commence par cette image-là. Vous connaissez peut-être pas, mais ça, c'est une catégorie d'images qu'on appelle street artistes, artistes de rue, qui font des dessins sur le sol. Et là, l'illusion que ça donne, c'est que la personne est au bord d'un énorme précipice. D'accord. Il y en a comme ça un certain nombre. Alors là, elle est de très grande taille et l'illusion est tout à fait spectaculaire. Elle est en fait valable que d'un seul point de vue. Si on est à la place de la personne, l'artiste qui est là et qui fait croire qu'il est au bord du précipice, il réalise ce qui se passe. Mais si on est au bon endroit, alors on a cette illusion tout à fait frappante. Avant de commencer de poursuivre sur ces questions qui s'appellent les anamorphoses, juste pour vous révéler, j'ai oublié de dire ça juste avant, que vos sens vous trompent, non pas vos sens vous trompent, mais vos sens sont limités.
il faut réaliser, quand vous voyez le monde devant vous, vous avez l'impression que tout est bien, je vous vois, et puis là, je ne le vois pas directement parce que c'est en vision périphérique, mais je vois tout le monde, il y a des rideaux, il y a des... Voilà. J'ai l'impression de voir un truc continu. Il faut réaliser qu'il y a 2 zones dans votre œil qui sont complètement aveugles. Il y a 2 trous énormes dans lesquels vous ne percevez aucune espèce d'information dans 2 directions symétriques, à peu près à une vingtaine de degrés, une trentaine de degrés, à droite et à gauche. Pour vous en rendre compte, c'est extrêmement simple. Alors, il faut que je pose le micro là, qu'on me le tienne. Alors, vous pouvez faire ça de manière très simple. Vous tendez vos mains à l'avant comme ça, avec le pouce, l'index levé, le pouce à gauche et le pouce à droite. Et puis, vous rejoignez les 2 pouces. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, vous fermez l'œil gauche, vous clignez l'œil gauche. Et vous regardez, vous fixez le doigt, l'index gauche, avec l'œil droit. Vous fixez l'index gauche. Et maintenant, vous ne devriez pas voir. Alors, il ne faut pas ouvrir toute la main, il faut juste lever l'index. Si on fait toute la main, c'est foutu. Il faut lever, voilà, que l'index, monsieur. Là, monsieur, vous avez toute la main, c'est que l'index, que les 2 index. Voilà, que les 2 index. Et donc, vous clignez l'œil gauche, vous regardez votre index gauche avec l'œil droit, évidemment, qui est ouvert, et vous essayez de percevoir l'index droit en vision périphérique, sans déplacer votre œil. Et pour vous rendre compte que vous ne le voyez pas, bougez-le un peu. Et en le bougeant un peu, il va apparaître ou disparaître dans votre champ de vision. C'est-à-dire, il est dans votre champ de vision, mais il va disparaître. Il n'est plus là. D'accord? Vous avez vu? Est-ce que tout le monde a vu l'effet, les jeunes gens? Alors, refais comme ça. Mets bien tes doigts droits, écarte bien tes pouces, tends bien tes mains devant toi. L'écartement, il est à peu près comme ça. Voilà. Bien tendu devant toi, voilà. Tes pouces bien droits comme ça. Tu fermes bien cet œil-là. Ouvre l'autre œil. Ouvre-le normalement. Ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux normalement. Voilà. Et avec ton œil droit, tu regardes la pointe ici. Est-ce que tu vois ici? Est-ce que tu vois? Maintenant, bouge-le un petit peu, doucement, non, pas trop vite. Tu le déplaces un petit peu. Tu devrais le voir disparaître. Tu ne vois pas disparaître, tu réessayes. Une autre façon de faire ça, qui est plus simple, c'est une feuille, peut-être Claire. C'est une feuille avec un... Une autre façon de le faire, ça c'est une façon qui est un peu automatique si on est habitué. Il y a une façon très facile de le faire aussi. Vous l'avez vu? Enfin, ou pas vu? Ou pas vu? Et un crayon, excuse-moi. Un stylo. Non mais c'est bon, je vais le faire pour montrer ce qu'il faut faire. Et puis... Merci. Une autre façon de faire ça, c'est on peut le faire avec une feuille. Il faut avoir un bon contraste derrière. Vous pouvez faire avec une feuille, l'avantage c'est que c'est blanc. Vous faites une croix et un gros rond noir, un peu séparé de 20 cm, quoi. Et vous fermez l'œil gauche, et vous regardez avec l'œil droit la croix. Et la croix est à gauche. Et vous déplacez la feuille, et en fixant la croix. Et à un moment donné, le rond bleu, il disparaît. Là, je le vois. Là, je ne le vois pas. Là, je le vois. Il disparaît, ça veut dire que je ne le vois plus, alors que je fixe toujours la croix sans déplacer mon œil. Essaye comme ça. Tu vas peut-être voir le coup. Tu as compris l'idée, là? Mets ta main, alors, pour que ce soit plus simple, parce que tu clignes des yeux en permanent. Regarde. Laisse tes 2 yeux ouverts. Et mets ta main devant cet œil-là. Mets ta main dans cet œil-là. Voilà. Et là, tu fixes avec l'œil droit, tu fixes la croix. D'accord? Et doucement, tu déplaces doucement. Et à un moment donné, le cercle bleu, le disque bleu doit disparaître. C'est-à-dire, alors tu recules, maintenant recule la feuille, recule là, recule là, recule là. Recule, recule, recule. Bon, il faut faire lentement, hein, et le disque bleu disparaît. Il est dans la tache aveugle. La tache aveugle, ça correspond à un endroit sur la rétine où s'accroche le nerf optique. Et à cet endroit-là, il n'y a pas de cellules sensibles. Et donc, c'est une zone aveugle de l'œil, littéralement aveugle. Donc, quand j'ai l'impression qu'en vous regardant comme ça, par ici, c'est continu, en fait, il y a une énorme zone d'information qui me manque. Et s'il y avait une chose qui se passe là, je ne la verrais tout simplement pas, je ne la capterais pas. Donc déjà, nos sens sont déjà limités parce qu'il y a une tache aveugle de chaque côté des yeux. Alors, ces anamorphoses, une petite séquence très marrante, j'ai mis le lien, mais vous la retrouverez. Regardez cette séquence-là qui est filmée, extrêmement spectaculaire. Les anamorphoses, ça marche bien d'un point de vue. On a l'illusion de quelque chose d'un endroit donné. Mais si on se déplace, l'illusion tombe. Mais de l'endroit où on est, où il faut être, alors là, c'est fantastique. Alors regardez cette petite séquence. Ah ben on entend bien. Regardez ce qu'on voit sur la table. On voit des objets posés sur la table. Un Rubik's Cube, un rouleau de scotch, une chaussure. Regardez bien, voilà, là, il y a un Rubik's Cube qui est posé sur la table. C'est évident qu'il est posé sur la table. On peut même zoomer dessus.
la caméra est au bon endroit, évidemment. Et on voit le Rubik's Cube, on voit l'ombre, etc. On voit tout est nickel. D'accord? C'est un Rubik's Cube posé sur la table. 3 dimensions, c'est évident. D'accord? Voilà. Ça existe, ces choses-là, vous pouvez les télécharger. C'est téléchargeable, un peu là, imprimable, découpable. Vous les posez sur la table et vous vous mettez au bon endroit et c'est assez stupéfiant. L'illusion est remarquable. Il faut imprimer ça en belle qualité, il a fait une belle impression. L'image est travaillée pour avoir les ombres. Donc il a vraiment pris le rouleau de scotch, il l'a mis, il l'a photographié pour avoir la bonne impression. Et regardez, c'est juste hallucinant. D'accord? Après, on fait l'anamorphose, on imprime ça, on découpe les bouts et c'est parti. D'accord? Je ne vous montre pas la dernière partie. Une autre situation, ça c'était une campagne de prévention routière au Canada. Ça peut avoir, là c'est pour le choc. Et là, regardez, vous êtes sur la route et vous voyez une petite fille qui traverse et qui ramasse un ballon. Vous freinez. Et regardez ce qui se passe. Là, c'était utiliser cette anamorphose pour faire une illusion qui fait ralentir les gens. En fait, c'est une petite fille dessinée sur le sol extraordinairement dilatée pour que de l'endroit où on arrive, quand on arrive en voiture, on voit la petite fille à la taille habituelle avec une illusion 3D très forte. Et après, on se dit, ah, vous voyez, ça fait ralentir les gens. Il y a aussi des systèmes comme ça, où ce sont les passages piétons, ou des objets, comme si c'était... Exactement, qui sont surélevés, comme s'il y avait un objet surélevé sur la route. Vous voyez un truc qui va vous gêner, vous freinez, et vous réalisez que c'est une image. Et donc vous passez. Mais vous avez ralenti sans qu'on vous le dise. Donc voilà, ça c'est les anamorphoses. Il y en a des quantités impressionnantes. On pourrait faire un truc rien que sur les anamorphoses, et toute une histoire des anamorphoses. Hein. Il y a eu des dessins qui étaient déformés, peints, et vus dans un miroir, on les voyait sous une forme. Et ces dessins-là, ils permettaient de montrer des choses qu'on ne voulait pas voir directement. Bon bref, il y a toute une histoire sur la morphose qui est absolument géniale, mais que je ne vous raconte pas là, parce qu'on va passer à une autre catégorie qui sont les images ambiguës. Ça, les images ambiguës, c'est légion. L'image ambiguë, l'essence de l'image ambiguë, c'est le cube de Necker. Là, c'est une image qui est à 2 dimensions. Ça veut représenter un cube, mais il y en a qui vont voir le cube avec ce coin-là et ce coin-là sont en avant, et d'autres vont voir le cube où, au contraire, c'est ce coin-là et ce coin là-haut qui sont en avant. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop se définir. On sait que l'image est plane, on n'a pas d'argument pour dire quelle partie est devant, quelle partie est derrière, parce qu'en fait, il y a 2 intersections ici, et on ne sait pas qui est devant, qui est derrière. On ne sait pas si ce trait-là qui est devant celui-ci, ou si ce trait-là est derrière celui-ci. Il suffirait de l'indiquer, et ça force le choix si on indique ça. Et par exemple, typiquement, ce que font les gens qui font du dessin, ils mettent des pointillés pour forcer, en disant les pointillés, c'est ce qu'il y a derrière, par exemple, le code, et du coup, vous voyez tout de suite le cube avec cette partie-là en avant, ou là, c'est cette partie-là qui est en avant, ça vient naturellement. L'image ambiguë, on peut lever l'ambiguïté par un codage habile. Alors, ces ambiguïtés, elles peuvent être très fortes quand on utilise des couleurs, toujours pour représenter les reliefs. Voilà encore une image plane, et on a représenté ici des couleurs sur chaque face des cubes, et on peut se demander combien est-ce qu'on voit de cubes. Bien, on en voit un ici, un là, un là, un là, un là, un là, ça fait 6 cubes. Mais alors maintenant, on va prendre la même image, vous me faites confiance, c'est la même. Elle est retournée. Il y en a plein que vous allez connaître. C'est la même image, mais retournée. Et si on les compte, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. D'accord ? Donc, cette image, si on vous dit combien il y a de cubes, la réponse, déjà, elle va dépendre de la façon dont vous tenez l'image. Donc, quand on vous dit combien il y a de planètes dans le système solaire, je caricature, mais ça serait de la façon dont vous regardez. Vous voyez ? Donc, il y a des situations toutes simples de dénombrement. Votre réponse va dépendre de la façon dont vous tenez l'objet. Et ça, c'est emmerdant. Donc, ça veut dire qu'il faut préciser comme ça ou réaliser que c'est une image ambiguë, que c'est une structure ambiguë. Des images ambiguës, il y en a aussi qui sont vraiment spectaculaires. En voie de vue, là, il n'y a aucun problème de voir une ligne de 4 bosses avec 4 creux et 4 bosses. D'accord ? Et vous avez l'impression que c'est éclairé par en haut. Quand c'est une bosse, la partie, si on éclaire par en haut, cette partie-là est évidemment éclairée, l'arrière est dans l'ombre, alors que quand c'est un creux, c'est la partie avant qui est dans l'ombre et la partie arrière qui est éclairée. D'accord ? Donc là, on voit 4 bosses, 4 creux, 4 bosses. Et vous prenez cette image et vous la retournez. C'est la même image retournée. Et vous considérez encore que la lumière vient du haut. Il n'y a aucune raison qu'elle vienne du haut. C'est votre cerveau l'a lu comme venant du haut, il la relit comme venant du haut, et cette fois-ci, la même image retournée, eh bien, vous voyez 4 creux, 4 bosses et 4 creux.
Alors ça, c'est assez emmerdant, parce que quand on regarde maintenant des vraies images, ça c'est des problèmes d'ombre. Il y a une scène qui est éclairée, et on a spontanément l'impression que la lumière vient d'une direction privilégiée. Et quand on regarde une image réelle, ça c'est une image des Traps de Sibérie. Les Traps, c'est des zones volcaniques qu'on a en Sibérie il y a 185 millions d'années. Une image satellitaire des Traps de Sibérie. Qu'est-ce que vous voyez pour ces zones noires? Elles apparaissent comment selon vous? En haut, on a une sorte de machin qui monte tout plat. D'accord? On a l'impression vraiment d'avoir un machin qui monte tout plat. Et puis des petits creux à côté, et ça c'est un creux, etc. Là c'est un creux, là c'est un creux. Et donc il y a une sorte de, comme s'il y avait un réseau de veines, de routes, on pourrait dire, de plateaux posés au sommet tout plat au sommet d'un terre-plein. La même image retournée vous donne ce qu'il faut voir, un réseau d'endroits où ça a coulé, un réseau de canaux. D'accord? Les parties hautes sont celles-ci qu'on voyait en creux, les parties creuses sont celles-là qu'on voyait en haut. Donc encore une fois, là, vous voyez, c'est très clair, ces illusions, on appelle ça, vous regardez sur un certain nombre de cratères, les cratères de la Lune ou des cratères, par exemple, il y en a un célèbre, le cratère Occator du satellite de la petite planète, de la planète naine Cérès. Le cratère Occator, il est magnifique, vous regardez dans un sens, dans l'autre sens, vous le voyez comme un cratère ou comme un dôme. Et c'est ce qu'on a vu dans l'image d'avant, c'est ce qu'on voit là. Et du coup, si vous voulez interpréter, vous êtes un extraterrestre qui regardait la Terre, vous êtes un humain qui regardait ces planètes, ces cratères, c'est quoi? C'est des cratères ou c'est des dômes? Eh bien, il faut réfléchir un tout petit peu, parce que l'orientation de l'image vous donnera une impression dans un sens ou dans un autre. Alors évidemment, les gens sont habitués à ça, ils ne sont pas fait avoir, mais quand même, on pourrait mal interpréter une image et voir en hauteur ce qui est en fait un creux. Alors, il y en a des illusions Ah, je l'ai dit. Bon, j'ai oublié. Qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai oublié mon mot. Les cubes, des illusions ambiguës. Voilà, des images ambiguës. Ça y est, je suis déjà fou. Des images ambiguës. En voilà une très connue. Qu'est-ce que vous voyez? Ceux qui savent tout, ils disent qu'est-ce que vous voyez d'abord? Alors, la plupart des gens voient d'abord, à peu près les 2/3 des gens voient typiquement un canard, et c'est tout. Et des fois, ils voient ensuite un lapin. Et 1/3 des gens voient d'abord un lapin, et c'est tout. Et parfois, ils voient aussi un canard. Donc là, on voit le bec du canard avec l'œil du canard, mais on peut aussi voir les oreilles du lapin avec le museau du lapin. D'accord? C'est une des premières images ambiguës. Tu vois, tu connais des choses. J'espère que je t'en faire découvrir des nouvelles que tu ne connais pas. Ça, c'est 1892. On ne connaît pas l'auteur de ce dessin. Il a été répliqué plusieurs fois. Voilà une image ambiguë. Et c'est assez étonnant parce qu'on voit une chose et on ne voit pas forcément l'autre. Il y en a une qu'on voit spontanément. Et les statistiques ont été faites. À peu près 2/3 des gens voient le canard et 1/3 voient le lapin. Et ensuite, les gens, il y a aussi une fraction des gens qui finalement voient les deux, finissent par voir les deux spontanément, réalisent qu'il y a deux choses à voir. Alors ça, c'est évidemment très connu dans les images d'Épinal. Ce procédé-là est très utilisé dans les images d'Épinal. Voilà une devinette d'Épinal, on voit une image, et il y a marqué « Cherchez le gosse qu'il appelle Ramolo ». On voit le gendarme, et dans cette image, il y a un enfant qui a appelé le gendarme Ramolo, et l'idée c'est de trouver où est le gosse, où est le canard, où est le lapin. Vous voyez là, haha. Il est où alors le gamin? Il est où le gamin qui appelle le gendarme Ramolo? Vous voyez? À gauche? Où ça à gauche? Là? Je déplace ma main. Là? Là, il est là. Il y a le nez, l'œil, il y a la petite houppette, la houppette du gamin qui est là, et il est en train de regarder par le bas. Il est sous son menton, le gamin. D'accord? Donc voilà les devinettes d'Épinal. On utilise des images ambiguës, de sorte qu'on cherche dans l'image une autre image qui est cachée, mais qui n'est pas complètement cachée, mais qui n'est pas facile à voir, qu'on ne voit pas tout de suite. Comme dans celle-ci, qu'est-ce que vous voyez spontanément? Tu la connais aussi celle-là. Spontanément, les gens voient une vieille dame qui a l'air un peu revêche. C'est typiquement ce qu'on voit. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est ici, regardez, ça c'est le menton et la mâchoire d'une jeune fille dont le nez est là, et là il y a un collier autour de son cou. D'accord? Donc ça peut être à la fois une vieille dame un peu revêche comme ça, ou une jeune fille qui tourne la tête. Vous ne voyez que la jeune fille et pas la vieille dame. Alors la vieille dame, son nez il est là, sa bouche, son œil. Donc là c'est pareil que le canard, on voit l'un ou on voit l'autre, et on a beaucoup de peine à se dire, mais il se fout de ma gueule, il y a une jeune fille, il y a une vieille dame, je ne comprends pas. D'accord? Donc là, il y a cette idée-là d'une image où pourtant, dès qu'on a pris le twist, dès qu'on a le twist, on a compris, après c'est évident, mais au premier regard, on voit une chose et on ne voit pas l'autre.
Et pourtant, elles sont toutes les deux là, d'une certaine façon, dans cette image ambiguë, elles sont toutes les deux là. Alors là, c'est assez important parce que si on devait décrire cette image à quelqu'un, on vous la décrit, quelqu'un va dire une vieille dame un peu revêche, on va dire une jeune femme qui tourne le visage. Et quand on va décrire le monde, quand on voit des phénomènes dans le monde, on va dire, je les décris, ces phénomènes, et j'essaie d'en faire une théorie, j'essaie de les décrire, de comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement important parce que si vous voulez comprendre ce qui se passe dans des images ambiguës, évidemment, vous pourriez vous tromper, puisque vous dites une chose alors que c'est les deux. Vous dites une chose ou l'autre alors que c'est les deux. Et un exemple où les mêmes faits, la même image, les mêmes informations peut donner lieu à plusieurs hypothèses, un exemple spectaculaire, c'est celui-là. Je vous laisse découvrir, je ne vais pas l'interrompre. Là, il y a des points, ils vont bouger. La question, c'est de savoir quelles règles les fait bouger. Eh bien, vous allez voir, les règles successives, les règles possibles vont apparaître les unes après les autres, toutes compatibles avec le mouvement qu'on observe. Et là, vous comprenez, on voit le Soleil qui bouge autour de la Terre, c'est évident que la Terre est au centre et le Soleil tourne autour, c'est compliqué. C'est une hypothèse, il y en a plein d'autres, l'inverse, que ce soit le Soleil qui soit au centre et la Terre qui tourne autour, et il ne pourrait y en avoir d'autres, que ce soit Jupiter qui soit au centre et que le Soleil et la Terre tournent autour, on pourrait imaginer plein de choses. Toutes sont équivalentes dans la description, mais peut-être la réalité physique ne sera pas la même. Alors regardez les mouvements de ces points, regardez les solutions que ça donne. Alors là, on se dit, voilà, 4 triangles qui tournent. Mais est-ce que c'est bien la bonne théorie? C'est aussi 3 carrés qui tournent. Mais est-ce que c'est la bonne théorie? C'est aussi des points qui se déplacent sur une étoile qui tourne. Tout est possible. Toutes ces choses-là représentent exactement les mêmes mouvements. Et voilà, tous superposés. Et donc peut-être que le monde réel, c'est ça, une espèce de mécanique très compliquée. Et quand on regarde, on se dit, ah, j'ai compris ce système, c'est 4 triangles qui tournent. Eh non, mais il y a d'autres choses qui se passent et qu'on n'a peut-être pas vues. Et là, il les remontre les uns après les autres. Donc voilà, ça c'est exactement l'idée des images ambiguës. Et en astronomie, c'est pour ça que je parle du Soleil, en astronomie c'est tout le temps le cas, parce qu'on n'est jamais sur place pour les vérifier. C'est-à-dire, dans le cas des trappes du Décan, on se dit, ah c'est des grands plateaux et tout ça, on a fait l'image par satellite, il suffit d'y descendre et d'aller sur place et de dire, ah mais je suis con, c'était des creux, c'est bon, je me suis trompé. Donc il y a une confirmation qu'on peut faire en allant sur place. Pas facile forcément, mais on peut le faire. Alors quand c'est sur les planètes lointaines, quand c'est le mouvement des planètes autour du Soleil, autour de la Terre, ou ce qu'on voit, et quand c'est des astres lointains, on ne peut pas aller sur place. Donc il faut vraiment, et cette partie d'interprétation est extrêmement importante, qu'est-ce que je vois et quelle réalité ça représente. Alors, il y a évidemment aussi les fameuses illusions géométriques, alors ce jeune homme, il va toutes les connaître, je pense, probablement, où là on voit des choses. Et ce n'est pas ambigu, il n'y a pas plusieurs possibilités. Simplement, on voit un truc, mais le réel, il est juste différent de ce qu'on voit. On voit une chose et c'est faux. Et on ne peut pas se défaire de l'idée que de ce que l'on voit, évidemment. Alors, une des illusions les plus célèbres, c'est celle-ci, l'illusion dite de Müller-Lyer. Si on vous demande de ces 3 segments, lequel est le plus long, il faut répondre ce que l'on voit, pas ce que l'on pense être la réponse, évidemment. Vous pensez probablement que c'est lequel le plus long, alors? Celui du milieu? Vous voyez celui du milieu le plus long, et évidemment, ils sont tous les 3 de la même longueur strictement. D'accord? Donc là, si on faisait un vote, beaucoup de gens, presque tout le monde dirait c'est celui du milieu, et en pratique, ils ont la même longueur. Donc là, on a juste faux. Donc là, c'est emmerdant. On voit un truc, on se fait une idée sur le monde avec ce qu'on voit, et c'est faux. Comme celle-ci aussi, qui est très célèbre, lequel de ces 2 cercles orange est le plus grand? Normalement, c'est celui qui est à droite. Si ce n'est pas celui à droite, c'est que vous avez un problème. C'est à l'inverse, au contraire. Si vous les voyez identiques, c'est que vos yeux, votre système a un problème. Et évidemment, si on enlève les gros disques gris qui entourent les oranges, et qu'on les regarde cette fois-ci sans contexte, alors ils ont exactement la même taille. Ils apparaissent d'être exactement la même taille. Donc là, c'est assez embêtant. Tu les connaissais, celles-là? Ah oui. Et donc, du coup, c'est assez embêtant de voir un truc qui n'a rien à voir avec le réel, parce qu'on veut décrire le réel. Et on se trompe, nos sens nous trompent littéralement. Encore une autre, je vous en montre, on ne résiste pas à l'impression. Alors là, évidemment, les lignes ne sont clairement pas parallèles. Et il suffit d'enlever les traits, les petits traits embêtants. Une fois qu'on les enlève, il reste des lignes parallèles. Alors un cas très célèbre d'illusion qui a des conséquences, et que vous avez déjà vécu tout le temps, c'est l'illusion de Ponzo. L'illusion de Ponzo, la voici. Normalement, vous voyez le disque, le trait droit, le trait rouge à droite, qui est plus grand que le trait rouge à gauche. Et évidemment,
si j'enlève le fond, ils ont la même longueur. Alors ça vient d'où? Ça vient du fait qu'en superposant cette image prise dans le métro londonien, où il y a les lignes là qui donnent une perspective, on sait bien que c'est en 2D, mais nous, on interprète ça comme une perspective. Notre œil est habitué à interpréter ça comme une perspective. Notre cerveau pense que ce trait-là est plus près que ce trait-là, et notre cerveau attribue automatiquement, vous ne pouvez pas lutter contre ça, automatiquement des tailles apparentes plus grandes aux objets qui pensent plus lointains. Qu'ils pensent plus lointain, ça n'a rien à voir avec le réel du plus lointain. Là, ces deux objets sont exactement à la même distance que vous, ils sont sur le plan de projection. Et donc, il attribue automatiquement une taille apparente plus grande. Conséquence, la Lune au lever, elle est toujours énorme. Vous la voyez toujours énorme. La Lune au lever, elle a quasiment la même taille quand elle est haute dans le ciel. Vous pouvez faire une photo, et vous comparez la taille de la Lune en pixels sur les deux photos, c'est à peu de choses près la même chose. Et en pratique, la Lune haute dans le ciel est même plus proche de vous que basse sur l'horizon, en gros d'une distance qui est le rayon de la Terre. 6000 km, pour faire rond, sur 380 000 km. Donc, normalement, mais nos yeux seraient incapables de percevoir la différence, on devrait voir la Lune plus petite sur l'horizon que haute dans le ciel. Mais on voit exactement l'inverse. Et ça, c'est à cause de cette illusion de Ponzo, parce que nous pensons spontanément que vous regardez ça. Alors évidemment, à Rissorangis, ce n'est pas facile, mais avec un horizon bien dégagé, vous vous demandez qu'est-ce qui est le plus près entre le ciel près de l'horizon et le ciel au-dessus de votre tête. Mais vous allez systématiquement répondre le ciel au-dessus de votre tête. Le ciel n'est pas une voûte hémisphérique dans notre perception, c'est quelque chose où c'est loin, et puis il y a une espèce de partie hémisphérique, et puis c'est loin. L'horizon a l'air plus loin que le zénith. Il n'y a aucune espèce de raison pour laquelle il serait plus loin ou plus près. Il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de sensation avec une mesure quantitative. On le ressent comme ça. Et quand un objet céleste, la Lune par exemple, ou le Soleil est près de l'horizon, on le voit plus gros qu'il n'est en réalité. On le perçoit plus gros qu'il n'est en réalité. Et dans cette image de la Lune, on peut se dire « Ah, la Lune, elle a l'air énorme devant les télescopes et tout ». Sur cette image, la personne qui a pris cette image, Gordon Gillet, a indiqué d'où il l'avait prise, les coordonnées de d'où il l'avait prise. C'est le télescope, ça c'est les télescopes du Cerro Paranal au Chili. Donc on connaît la hauteur des coupoles. Je connais la hauteur des coupoles, elles font 29 mètres de haut, je crois. On connaît où il a pris la photo, donc la distance. Donc je peux connaître la taille apparente des coupoles et en déduire la taille apparente de la Lune, en comparant le cercle. Ah, excusez-moi, pourquoi ça ne fait pas ça? Ah oui, je ne l'ai pas fait. Bon, on peut, je n'ai pas mis l'image. C'est pas grave, on fait passer un cercle par ici, on mesure ici en pixels, on trouve le rayon en pixels du cercle, on trouve que le diamètre apparent de la Lune, c'est 4 fois la taille apparente des coupoles. Je peux calculer la taille apparente des coupoles, je connais la distance, Gordon Gillet l'indique implicitement, et je connais la hauteur, et j'en déduis que là, on a bien un demi-degré. La Lune, elle fait bien un demi-degré de taille, qui est sa taille ordinaire, sa taille apparente ordinaire. Alors, ces histoires de point de vue aussi comptent dans une fameuse illusion, la chambre d'Ames. Il est assez curieux que cette dame soit si petite par rapport à ce géant. On peut faire même des illusions encore plus spectaculaires, où c'est carrément ici un adulte et un enfant qui a l'air beaucoup plus grand que l'adulte. Dans une chambre où, en fait, encore une fois, d'un point de vue, on voit les choses. Cette chambre, on a l'impression que le mur est droit, mais en réalité, le mur est courbé. La personne ici est plus proche de nous que la personne de là. Les objets proches ont une taille apparente plus grande. Et donc, on voit la personne plus grande ici que cette personne qui est lointaine, et les objets qui sont sur le mur, ils sont anamorphosés pour vous donner l'impression que le mur est droit, alors qu'en fait il est de côté. Et quand vous êtes au bon endroit, quand vous êtes à un endroit particulier dans la chambre d'Ames, évidemment si on fait un pas de côté, on voit tout de suite que le mur est courbé, comme tout à l'heure, les anamorphoses, vous les voyez déformées. Donc encore une illusion qui est assez spectaculaire, quand on voit, il y a des petites vidéos où on voit les personnes qui marchent, et on voit elles changent de taille, elles changent de position, cette personne va là, et celle-ci va là, en fait elle se déplace en diagonale, et on les voit, les tailles, l'une qui diminue de taille, l'autre qui augmente de taille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est vraiment spectaculaire. C'est une très belle illusion, qui est utilisée depuis très longtemps au cinéma. Ça a été utilisé depuis très très longtemps au cinéma. Vous mettez toujours au cinéma, le spectateur, son point de vue, il est fixé par là où est la caméra. Et donc vous pouvez vraiment fixer le point de vue du spectateur. Alors il y a cette illusion aussi qui est vraiment spectaculaire, la spirale de Fraser. Qu'est-ce que tu vois, toi, qui vois tout? Ah, bien sûr, tu dis toujours l'inverse de ce qu'il faut dire. Mais qu'est-ce que tu vois vraiment? Je ne demande pas la bonne réponse. Je demande ce que tu vois. Ce n'est pas la même chose. Tu vois des spirales. Si tu ne vois pas de spirale, il faut vite aller voir chez le
l'ophtalmo. On voit des spirales sur cette image. Mais si on suit à la main ce qui semble être une spirale, regardez, je fais le tour, je n'essaie de ne pas la perdre, je continue à faire le tour, et je suis revenu à mon point de départ. Je peux même, pour être plus clair, mettre des cercles rouges dessus. Je mets des cercles qui se superposent à la spirale. Il est extraordinairement difficile de ne pas voir de spirale. C'est même impossible de ne pas voir de spirale. Et encore une fois, si on demande de décrire cette image, je dis c'est une image avec des spirales. Non, c'est une image avec des cercles concentriques. C'est juste rien à voir. Et il y a tout un tas d'éléments de contexte qui vont brouiller votre regard, qui vont embêter votre regard, qui vont gêner vos sens. Ça nous permet d'aboutir à ces illusions qu'on appelle illusions de contexte, qui font qu'un objet va être vu différemment selon le contexte dans lequel il est plongé. Un qui est très connu, c'est la fameuse grille de Hermann. Quand vous la regardez, vous devriez voir normalement des clignotements grisés aux intersections blanches. D'accord? Ça, c'est difficile de se défaire de ça. Sauf qu'il n'y a aucun clignotement, il n'y a que des lignes grisées avec des intersections blanches et des zones noires au milieu. Si vous fixez votre regard sur une intersection blanche, fixez votre regard, et normalement les clignotements disparaissent. Et donc ces clignotements, ils viennent du mouvement de vos yeux. C'est parce que vos yeux bougent que on ne s'en rend pas compte quand on regarde une scène, mais nos yeux, ils balayent dans tous les sens. Et on ne s'en rend pas compte. Ils balayent dans tous les sens, et comme il y a des gros contrastes, ben vos yeux, ils vont de temps en temps être sur des zones sombres, de temps en temps sur des zones noires, et avec la rémanence rétinienne, il y a des zones claires où il y a un peu de rémanence sombre, ou des zones sombres où il y a un peu de rémanence claire. Et du coup, vous vous retrouvez dans une situation où il y a des petits clignotements qui sont juste dus au fait que vos yeux balayent l'image. Il y en a une autre qui est aussi très spectaculaire dans les cas d'illusion de contexte, c'est l'échiquier d'Adelson. Il y a ces deux cases, A et B, elles ont la même couleur. Je dis bien, elles ont la même couleur. C'est juste, vous dites, tu se fous de ma gueule. Vous avez le droit, hein, mais la réponse est non. Alors, pour s'en rendre compte, je vais mettre ici un carré rectangulaire qui a la même couleur que les deux. Je vais mettre un carré, j'ajoute, je ne fais que ça. Je n'ai pas modifié l'image. J'ajoute un carré qui masque et qui a la même couleur commune des deux. Et regardez, ils ont la même couleur, on est d'accord. Je n'ai fait que ça. Ajouter ce carré, plutôt ce rectangle ici, qui a la même couleur commune. D'accord ? Et la façon dont l'image est lue dépend, ou une zone est lue, dépend de ce qu'il y a autour, dépend de ce qu'on voit autour. Ça, c'est vraiment emmerdant. Ça veut dire aussi que je ne vous perçois pas pareil si vous êtes seul ou c'est dans une foule, par exemple. Ça, c'est assez courant. On peut avoir l'idée de quelqu'un, connaître très très bien quelqu'un. Quand on le voit tout seul, qu'on le croise tout seul dans la rue, on dit bah, c'est lui, c'est mon copain ou ma copine. Et au milieu d'une foule, bon, c'est pas si simple, même s'il est là. Il faut le rechercher. Les artistes utilisent ça depuis très longtemps. C'est ce qu'on appelle clair-obscur. Là, c'est des images magnifiques. On a vraiment l'impression que la lumière sort de l'image. Et en fait, c'est uniquement des jeux sur les contrastes. Et c'est des gens qui ont compris intuitivement que la façon dont on lit une image, notamment sur les contrastes, dépend de ce qu'il y a autour. Et donc ce genre d'image-là spectaculaire, sur les clairs-obscurs, vient vraiment de ça, vient vraiment de cette compréhension de la lecture d'une image qui dépend du contexte. Allez, un autre qui est marrant. Vous voyez bien le triangle blanc qui est posé dessus. Ben, il n'est pas dessiné. Il n'y a aucun trait. Ce triangle blanc que vous voyez évidemment dessus, aucun de ces traits n'est dessiné. Aucun. Et pourtant, il est là. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a un truc blanc qui est posé dessus qu'il suffirait d'enlever pour qu'on voit bien tout le reste, quoi. Il n'y a rien. Donc là, on complète automatiquement les choses parce que tout est fait pour que notre cerveau complète. Et là, on voit que ce n'est pas tellement un problème de vue. Tout à l'heure, la tache aveugle, c'est vraiment notre œil. Il y a un problème, enfin, il y a un problème. Il y a une tache aveugle et puis voilà. Mais là, ce n'est pas un problème de tache aveugle, ou ce n'est pas un problème de l'œil, du capteur lui-même. C'est un problème du cerveau. On va réaliser de plus en plus que c'est beaucoup un problème de cerveau, un problème de la façon dont l'image est lue dans son contexte. Et ça, ce n'est pas l'œil qui fixe ça. L'œil peut avoir des problèmes, entre le sens qu'il y a la tache aveugle, il y a des choses qu'il ne verra ou qu'il ne verra pas, ou il y a les mouvements oculaires, on a vu, qui font ces clignotements. Mais le cerveau, c'est lui qui fait l'analyse en dernier ressort. L'image, elle est dans l'œil, mais le cerveau, c'est lui qui vous fait interpréter, qui dit « Ah, je vois des gens, je vois un triangle blanc ». Alors normalement, cette image, si vous êtes très fort, vous devriez voir 16 cercles. Je vous laisse chercher.
Moi, est-ce qu'il y en a déjà qui voient des cercles? Viens me montrer où ils sont, les 16 cercles. Voilà, alors il faut tracer en tour, tracer en faisant un rond autour. Voilà, voilà, un rond, vous voyez, un là, vous les voyez? Parfait, un là, c'est bon, ça marche? Et quand on les a vus, merci jeune homme, et quand on les a vus, on ne peut plus les perdre. On ne peut plus les perdre. Mais au début, il se fout de ma gueule, il y a des cercles là-dedans, moi je vois que des rectangles. D'accord? Et là, encore une fois, c'est jouer sur le contexte, des lignes dans tous les sens, et votre regard va sélectionner, et votre cerveau va sélectionner une lecture, et vous en décollez plus. Et donc, du coup, c'est quand on dit qu'il faut des fois penser hors de la boîte, comme on dit, donc changer de point de vue, ben, vous comprenez que ce n'est pas facile. C'est pas juste, faut pas l'annoncer pour que ça se fasse. Ça nécessite un réel effort. Alors, il y a des illusions qui sont aussi très spectaculaires. On a vu tout à l'heure ce clignotement avec les illusions de contexte, les illusions de mouvement. Donc, je ne montre depuis tout à l'heure que des images fixes, et quand c'est une vidéo, je dis que c'est une vidéo. Donc, pour l'instant, il n'y a que des images fixes. Et cette image est aussi une image fixe. Et pourtant, ça tourne. Mais pour que ça arrête de tourner, il faut comprendre encore une fois que c'est à la fois l'image qui est calculée pour ça, avec des contrastes et des structures géométriques particulièrement choisies, mais fixer un des points noirs, vous fixez un point noir, c'est-à-dire vous obligez vos yeux à ne plus bouger, et là, ça ne bouge plus, évidemment. Donc là, vous en déduisez que c'est votre mouvement, que vous percevez à quel point vos yeux sont mobiles sur une image. Vous êtes tout le temps en train de regarder, vous dites ça bouge, ah ça bouge, ça bouge. Et en fait, ça s'entretient. Chaque fois que vous regardez un truc qui bouge, ça fait bouger les autres. Alors un autre aussi qui est marrant. Après, il y en a qui vont être malades à la fin de la journée. Oh merde, jamais j'aurais dû venir à cette conférence après avoir mangé du foie gras à midi. D'accord? Donc là, c'est pareil. Vous voyez, ça a l'air tout bête des images comme ça, hein, mais on voit la chose bouger. Et quand on fixe les yeux, ça ne bouge plus. Alors celle-ci, elle est marrante. Celle-ci, elle est vraiment marrante. Enfin, moi, je l'adore, celle-là. Donc là, vous voyez cette image, c'est sur fond gris. Il y a des taches un peu qui ont l'air floues. On les a qualifiées de floues, violettes. Il y a une croix centrale. Vous allez, dans un instant, fixer la croix centrale. Et moi, je vais faire quelque chose. Et vous allez voir ce qui se passe. Donc, fixez la croix centrale d'abord. Là, je ne fais rien. Fixez la croix centrale et attendez. Et vous voyez les trucs violets qui disparaissent déjà. C'est quand même assez curieux. Déjà, on se dit, oulala, il y a un truc que je voyais, je ne le vois plus. Bon, d'accord. Alors maintenant, remettez vos yeux droits, si j'ose dire, et vous recommencez à fixer la croix noire. C'est bon? C'est parti. Toujours fixer la croix noire. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Vous voyez un point vert qui se déplace et qui petit à petit efface les disques jaunes. Et à la fin, il y a un point vert qui tourne tout seul autour de la croix noire. D'accord? La réalité, c'est il y a le trou violet qui se déplace de place en place. Arrêtez tout et regardez ce qui se passe. Il y a juste le trou violet était là, il se déplace d'une case, mais vous voyez la couleur complémentaire et vous voyez plus le violet, et donc ça n'a plus rien à voir. Vous voyez un disque vert qui se déplace alors que c'est un trou qui se déplace parmi une ligne de violet. C'est juste rien à voir. Je vous laisse réessayer. Je vais fixer la croix, et vous allez voir, en fixant la croix, je vais me mettre là pour le faire, moi j'aime bien ces trucs. On fixe la croix. Alors vous pouvez fermer un œil, pour faciliter, fermez un œil. Oui, je n'ai peut-être pas dit ça. Fermez un œil et fixez la croix avec l'œil droit ou l'œil gauche. Et vous allez voir un disque vert qui se déplace. C'est juste horrible, il n'y a pas de disque vert. À chaque fois, il efface, exactement. Et il n'y a pas de disque vert. Il n'y a rien de vert. Alors, dans ces catégories aussi d'illusions, il y a un certain nombre de figures qui sont très spectaculaires parce qu'on a l'impression qu'elles sont possibles, que c'est un objet réel, mais qu'en réalité, l'objet n'existe pas, n'est pas possible. Alors voilà un des objets les plus célèbres, le fameux triangle de Penrose, M. Penrose, un mathématicien, physicien anglais, britannique, où on a l'impression que c'est un objet en 3 dimensions qui existerait vraiment, mais en fait cet objet n'est pas possible. Il n'y a pas de géométrie, on ne peut pas le fabriquer cet objet. On ne peut pas le fabriquer. Il peut être dessiné et donner l'impression, quand on regarde cette région,
quand on regarde cette région, qui a un relief, qui a un objet, c'est un triangle avec 3 poutres qui se joignent, mais elles ne se joignent pas de façon correcte. Et le triangle impossible, en fait, il existe, il est visible dans la ville de Perth en Australie, le voilà, on se dit, ah c'est incroyable, ils ont réussi à faire le triangle impossible dans la ville de Perth en Australie. Pour voir ça, il faut se mettre à Perth, à l'endroit pratique, parce que si vous n'êtes pas au bon endroit, voilà la forme de l'objet. D'accord? Et là, quand on est presque au bon endroit, et là, quand on est au bon endroit. D'accord? Donc là, il y a aussi une manière d'anamorphose, sur 2 points de vue. Ça veut dire, le point de vue, ça compte. L'endroit dont on regarde les choses, ça vous donne, ça vous contraint sur ce que vous regardez. Ça paraît idiot de dire ça, mais c'est extrêmement important. Et pensez que, effectivement, pour me rendre compte de cette table et de ce qui se trouve dessus, j'ai juste à faire un petit tour autour. C'est assez facile parce qu'elle est près de moi et je peux me rendre compte qu'il y a une chose cachée, que derrière ce jeune homme, il n'y a rien de caché, alors que quand je le vois de là, peut-être derrière, il y a un chien qui est caché dans son dos, mais je ne le vois pas. Alors qu'en astronomie, pareil, astrophysique, on est collé à la surface de la Terre. On est collé à la surface de la Terre. Et donc, on a un seul point de vue sur l'univers. Alors, la Terre tourne un peu autour du Soleil. Ça fait changer un peu le point de vue sur les planètes du système solaire. Mais les galaxies lointaines et l'univers dans son ensemble, ce n'est pas le mouvement minable au sens en distance de la Terre autour du Soleil et les durées de vie des humains, mettons une centaine d'années, au regard des milliards, centaines de millions, milliards d'années d'existence des astres comme la Terre, comme le Soleil et des 13,8 milliards d'années d'existence de l'univers qui vous font changer de point de vue. Et donc imaginez le point de vue de l'astrophysique, de la cosmologie, c'est vous êtes comme ça, vous êtes des galaxies, je fais une photo dans une position donnée, j'ai cette photo, et avec cette unique photo, prise ici et maintenant, je dois dire ce que vous êtes, vous comparez, réalisez que vous êtes tous des humains, il y en a des jeunes, il y en a des vieux, il y en a des femmes, il y en a des hommes, il y en a des enfants, il y en a qui ont des lunettes, il y en a qui ont des cheveux, il y en a qui n'ont pas de cheveux, bref, comprendre toute la diversité de ce que je vois, avec quoi? Ben, eux deux là, c'est mes potes, ils sont près de moi, et j'ai 2 exemples près de moi, et avec eux deux, auxquels j'ai accès, c'est la physique de laboratoire, ce qu'on fait sur Terre en laboratoire, et on observe des choses auxquelles on n'a pas accès, ben, il faut que je me fasse une opinion. Il faut que je dise, ah oui, ça, cette galaxie et celle-ci, elles ont l'air d'avoir la même forme, peut-être qu'elles ont des processus communs, cette étoile, ce truc. Avec peu d'informations ici et maintenant, et ce que je reçois, je dis je, les astrophysiciens, les astrophysiciennes reçoivent de l'univers, eh bien, il faut essayer de se faire une opinion de ce qu'on voit. Et on est collé avec un seul point de vue. Et vous voyez à quel point le point de vue, ça compte. Ça compte. C'est frustrant, mais c'est aussi glorieux. Enfin, d'une certaine façon, c'est ça qui fait la classe de l'astrophysique, l'emmerdement. Mais aussi, on arrive à dire des choses pertinentes quand même, à rendre tout ça cohérent. Ça ne veut pas dire que c'est juste, mais il y a une cohérence qui se dégage et on peut avoir des choses qu'on peut tester, au sens vérifier si on a tort, il faut avoir raison. Un autre escalier, un truc très connu, l'escalier de Penrose, très connu, l'escalier qui monte toujours. Si vous prenez les marches, là, ça monte toujours. Ça, c'est pas possible, un escalier qui monte toujours en restant au même niveau. Là, on comprend tout de suite que c'est une figure impossible, évidemment. Il y a un dessin très célèbre de Escher, magnifique dessin de Escher, où on voit une sorte de monastère, disons, où il y a des moines. Il y en a un côté, ils montent toujours, l'autre côté, ils descendent toujours, tout en restant dans le monastère. Alors ces illusions-là, elles sont assez communes visuellement. Alors on va voir avec le son, ça va l'air de marcher. Il y a 2 choses très intéressantes qui arrivent aussi dans les illusions auditives. Alors là, c'est plus marrant, c'est plus rare. Alors on va voir ce qui se passe si ça marche. Ça monte tout le temps. Ça monte tout le temps. Alors on peut avoir l'impression que ça descend tout le temps parce que c'est un travail subtil sur des graves et des aigus qui sont... Et là, c'est une gamme ascendante, tout le temps ascendante, comme les escaliers infinis. Si c'était tout le temps ascendant, ça devient à un moment donné tellement aigu qu'on ne l'entend plus. Il y en a un autre, la même chose, ça vous allez le connaître, vous avez déjà entendu au cinéma, le glissando de Risset, qui glisse toujours, qui descend tout le temps. On l'entend? Ah si. Je sais pas si on l'entend. Donc c'est un truc qui descend tout le temps. Au cinéma, on l'entend. Quand il y avait Visité à Chic Sound, il y avait un truc qui descendait comme ça avec un son d'enfer, puis
qui s'arrêtait, c'était un glissando de Drissé, un truc incroyable où ça descend tout le temps. On joue tout le temps et ça glisse vers le grave. Alors des effets aussi qui peuvent nous tromper sur ce que l'on voit, mais qui sont assez spectaculaires et qui permettent de faire des choses plutôt marrantes, c'est les moirés. L'effet de moiré. Alors l'effet de moiré, ça vous l'avez tous déjà vu, voilà, c'est ça. Hein, là, c'est dans une cage aux singes, il y a une grille, et en fait, il y a deux grilles, une devant, une derrière, et puis elles sont un peu décalées l'une par rapport à l'autre, et ça fait des espèces de, vous voyez, des espèces de structures là, qui ne sont pas des structures réelles, mais qui donnent l'impression qu'il y a des formes qui apparaissent. Ceux qui ont des rideaux cristal transparents à la maison, vous en prenez un, et vous le pliez en deux, et vous bougez un peu la trame de l'un par rapport à l'autre, et là, il y a des tas de trucs qui apparaissent pas clairs, on dit c'est bizarre, et ça s'appelle ça l'effet de moiré. C'est un système périodique, un autre système périodique qui est légèrement décalé, qui n'a pas exactement la même période, ou alors qui est un petit peu décalé par rapport au précédent. D'accord ? Alors, l'équivalent des systèmes périodiques décalés, des effets de moiré, l'effet de moiré acoustique, c'est ça. Alors le premier, le bip du téléphone, 440 Hz, le la du téléphone. Le même, enfin un son à 442 Hz. Personne n'a vu la différence. Maintenant, les deux à la fois. Ah, ben là, c'est évident. Comment font les instrumentistes pour accorder leurs instruments? Il y a un truc qui est réputé avoir 440 Hz. Eux, ils jouent leurs cordes sur leurs cordes. Ils entendent le battement. Et quand le battement disparaît, ils ont les mêmes fréquences. Il y a un effet de moiré acoustique. On superpose une structure périodique, la grille des singes, à une autre structure périodique un peu décalée. Alors elle peut décaler en angle ou décaler en position, et on voit apparaître des structures. Donc là, ce que font les instrumentistes pour régler leurs instruments, c'est exactement ça, utiliser le battement, ça en physique, le battement des sons. Alors voilà une autre situation. Alors là, pour vous montrer le coup, il faut que je bricole, parce que je ne peux pas le faire sinon, je vais le faire à la main pour vous montrer l'idée. Non, c'est bon, c'est bon. Je mets ça devant vous. Alors, du coup, ça ne sera pas tout à fait pareil, parce que ce ne sera pas en projection grande. Donc sur cette image, j'ai deux couches avec plein de points mis au hasard, des points noirs, des points blancs mis au hasard, qui sont exactement superposés pour l'instant. Je vais sélectionner la couche du dessus et je vais la faire tourner. Regardez ce qui se passe. Je change l'angle ici, 1 degré, 2 degrés, regardez. Ces deux systèmes de points complètement aléatoires, je fais tourner l'un par rapport à l'autre, et qu'est-ce que je vois apparaître? Des structures circulaires, qui évidemment ne sont pas là. Et c'est des points au hasard, il n'y a pas de subtilité dans la distribution des points. Je peux aussi maintenant, ce que je vais faire, là j'ai juste fait tourner et on voit que ça a l'air de s'orienter autour du centre. Que le centre de tous ces cercles concentriques que j'ai l'impression qu'ils existent sont au centre du carré, centre autour duquel l'un a tourné. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler celui du dessus qui a tourné, je vais le décaler un petit peu. Alors je pense que c'est ça qu'il faut faire. Regardez ce qui se passe. Quand je le monte, quand je le déplace, regardez le centre. Vous avez vu où il est passé le centre? Regardez. Quand je déplace horizontalement, le centre se déplace verticalement. Et évidemment, si je déplace horizontalement, verticalement, et si je déplace verticalement, le centre se déplace horizontalement. D'accord? C'est curieux ça. Alors autre chose après, le suivant qui est là. Là, pareil. Là, c'est des réseaux de points, mais qui ne sont plus du tout aléatoires. Ces réseaux de points, vous voyez que ce n'est pas disposé au hasard. Ça sera quoi? Non, c'est bon. Ce n'est pas du tout disposé au hasard. Ils sont régulièrement répartis selon une maille carrée. Et maintenant, je vais prendre la couche du dessus. Je la sélectionne. Et je la fais tourner. Vous voyez ce qui apparaît cette fois-ci? D'un réseau régulier qui tourne par rapport à un autre réseau régulier, je vois apparaître une structure régulière de grands carrés qui se répartit sur tout l'ensemble. Et cette structure régulière, elle va dépendre, évidemment, regardez ça, c'est assez étonnant. Quand j'augmente l'angle, j'en ai de plus en plus. D'accord?
Encore une fois, quand on regarde les choses, il y a les yeux qui disent, pour sortir de là, ceux qui vont prendre la voiture, ils n'arriveront pas vivants ce soir. Hein. C'est moi qui ramène, mais c'est ça tombe bien pour toi, Jean-Jacques. Alors, ces effets-là, ces effets de moirée, on peut s'en servir, je recommande ça pour les jeunes gens savants, pour les jeunes gens moins savants, mais pour tout le monde, même pour les adultes, c'est hyper marrant. On en trouve sous forme de livres, des effets absolument stupéfiants, qui jouent sur les moirées. Regardez ça. Là, j'ai deux choses. J'ai une grille, des traits noirs avec des petites fines blanches entre, et derrière, j'ai un dessin bizarre. Mais quand je mets la grille sur le dessin bizarre, là, je vois quelque chose. Et regardez ce qui se passe. Mademoiselle, la petite jeune fille, tu vas voir, regarde ce qui se passe. Toi, il faut que tu en demandes un pour ton anniversaire ou pour Noël. Tu vas voir. Ça va te plaire, mais je suis sûr. Regarde ça. Je prends la grille et je vais juste la déplacer devant le dessin bizarre qui est derrière que je vais vous montrer. Et ça va jouer sur les effets de moirée. Regardez ce qui se passe. D'accord ? En déplaçant la grille, je sélectionne ce qu'il y a derrière et je vois un cube qui tourne. Un autre exemple. Alors, dans le livre, c'est hyper bien fait. Je dis ça pour madame, vous trouverez cette idée, c'est super. Quand on ouvre la page, ça tire la grille devant et on voit le truc bouger en ouvrant la page. On voit un cheval, enfin plein de choses, c'est génial. Enfin, j'adore ça. Regardez un autre. Là, c'est de saison. D'accord ? Regardez comment c'est derrière. Regardez devant. Ces engins-là, si vous êtes dans un Fab Lab où il y a des gens malins qui vont se renseigner, qui ont les ordinateurs, qui ont un Photoshop ou quelque chose comme ça, un logiciel de dessin, vous pouvez créer la grille et créer le dessin à partir de l'image initiale ou des 4 images qui vont faire la rotation, les 4 petits mouvements qu'il faut avoir ou les 5 images qu'il faut. Créer l'image derrière qui, masquée et déplacée devant, donnera l'illusion de mouvement. Donc là, cette fois-ci, on n'est plus dans le cerveau nous trompe, on utilise cette tromperie pour créer une illusion de mouvement, comme on utilise cette tromperie pour faire du cinéma. Une image fixe, puis une autre, puis une autre, puis une autre, suffisamment vite, nous donne l'illusion du mouvement. Donc là, ça s'appelle la scanimation, ces choses-là. Scanimation. Hop, on revient. Dernière chose qui est tout à fait intéressante, enfin pas dernière, avant-dernière, les pareidolie. Il faut retenir ce mot. Aussi. Pareidolie. Les pareidolies sont les images que l'on voit dans une image. Si je vois une image de la Joconde, je dis je vois une femme. Bon. Mais il y a des fois des images qui n'ont rien de particulier, mais on voit quelque chose dedans. Par exemple là, on voit un sous-marin, ou peut-être un requin à cause de la queue. D'accord ? C'est souvent, tiens, essaie de voir qu'est-ce que tu vois dans les nuages. C'est ça, les pareidolies. C'est voir des images qui sont masquées dans quelque chose qui ne présente aucune structure a priori, mais en la regardant, on dit, tiens, je vois la tête de la Joconde, ou je vois un sous-marin, ou je vois un requin, ou je vois je ne sais quoi. Il y en a qui sont assez spectaculaires dans les pareidolies. D'accord ? C'est quand même... on dirait que c'est fait exprès, quoi. Alors ça, on le voit et on ne peut pas s'en empêcher. Donc c'est pour vous montrer que notre cerveau, il essaie de mettre de l'information dans quelque chose où il y a zéro. Il y a zéro information de poussin là-dedans. Il y a zéro information de requin ou de sous-marin dans le nuage, mais zéro. Mais notre cerveau, il ne supporte pas qu'il n'y ait pas d'information. Alors quand il n'y en a vraiment pas, il n'y en a pas. Mais dès qu'il peut en capter un petit peu, il dit, ah, évidemment. Et comme ça, il y a des gens qui vous disent, dans les femmes du World Trade Center, j'ai vu la figure du diable. Donc, c'est le diable. J'ai vu dans le toast qui s'est vendu aux enchères, il y a la figure de Jésus dans un toast qui est sorti d'un toaster. Ah, il y a Jésus, incroyable, c'est un toast sacré. 10 000 €. Bon, et les gens pourraient dire, je le vois, tu vois pas qu'il y a Jésus ou qu'il y a un poussin, c'est pas possible que ça soit au hasard. Ça a été pensé, la main de Dieu s'est posée sur cette église et a fait que... D'accord ? Donc, voilà l'idée qui est derrière, c'est que notre cerveau, il cherche à donner du sens aux images qu'il regarde.
Et comme il cherche à donner du sens, des fois, ce sens, il est juste faux. Il n'a juste aucun rapport avec ce qu'il est en train de regarder, mais on met du sens dans les images. Et de ce point de vue, en astronomie, un qui est très célèbre, c'est le fameux visage de Mars. Incroyable! Des extraterrestres ont sculpté une immense colline pour faire un visage d'extraterrestre, évidemment. Et évidemment, c'était quoi cette chose? Une pareidolie, une image où les ombres et les lumières sur cet objet ont donné, au moment où l'image a été prise, l'impression, pour un œil humain, mais un canard qui regarde cette image, pourquoi il verrait une tête d'humain? S'il y avait une tête de canard, peut-être, il dirait « Ah, c'est marrant, il y a des canards sur Mars ». Et le même endroit, photographié sous un autre angle avec une bien meilleure précision, bah, c'est une colline, quoi. C'est pas une énorme sculpture qui a été faite par des extraterrestres, évidemment. D'accord? Donc, les pareidolies, ça c'est très fort, parce qu'on donne du sens à des choses où il n'y en a pas. Du sens visuel aux choses où éventuellement il n'y en a pas. Et regardez ça, par exemple. Ça, c'est deux galaxies, et derrière, ce sont des galaxies qui sont déformées par effet de mirage gravitationnel de ces deux galaxies sur celles qui sont en arrière-plan. Et là, par chance, ça fait un smiley. Mais on pourrait dire, ah, c'est marrant, il y a des smileys dans l'univers, il y a des gens, le Dieu a fait des smileys, les extraterrestres, enfin qui vous voulez. Il y a une raison à tout ça. Et on ne peut pas s'empêcher de voir un smiley. D'ailleurs, quand on fait un dessin, le smiley, s'il est si fort, c'est qu'on voit avec notre cerveau, si vous mettez 2 points sur une feuille, bon, c'est 2 points. Vous mettez 2 points sur une feuille et un rond autour, c'est un visage. C'est juste pas facile de s'en défaire. Et si vous rajoutez un vague petit trait pour la bouche ou un vague petit trait pour le nez, et pire encore les deux à la fois, c'est fini. Si Tintin a une forme si forte et auquel tout le monde s'identifie, regardez comment il est dessiné, Tintin. C'est un ovale, 2 points pour les yeux, un trait pour le nez, un trait pour la bouche. Tintin, c'est un dessin de merde, au sens Vinci du terme, Joconde du terme. Quand je dis de merde, ça veut dire qu'il y a une simplicité extraordinaire dans le dessin, mais qui en même temps lui donne toute sa force. Alors que la Joconde, s'identifier à la Joconde, ça veut dire lui ressembler. Mais qui ressemble à la Joconde? Personne. Non mais, si on voulait s'identifier à la Joconde, il faudrait lui ressembler. Alors que s'identifier à Tintin, comme il a des traits extrêmement simples, tout le monde peut s'identifier à Tintin. Et puis on va conclure avec ça, pour montrer que le cerveau, on a déjà vu que le cerveau fait des siennes, mais le cerveau fait vraiment des siennes. Bon alors, toi, attention, tu dis rien, toi aussi. D'accord? Vous avez déjà vu sûrement, et sinon, en général, les jeunes sont plus malins que les vieux, sur ce système-là. Mais bon. Alors, ce qui va se passer là, c'est un petit exercice pour vous. Il va falloir être concentré, c'est la fin, hein, il faut être concentré. Je vais jouer un petit film qui va se passer là, il vous donnera les instructions au début, ça vient d'une expérience de psychologie cognitive très intéressante, et donc vous allez voir la réponse. Alors, il y a un petit film qui va se jouer, je l'annonce en avance, parce que ça va s'écrire en anglais ce qu'il y a à faire, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'anglais, qui ne liraient pas l'anglais. Il y a 2 équipes qui vont se passer la balle, des équipes en t-shirt noir. Alors il y en a peut-être qui ont déjà vu ça, alors il reste quoi? Et les deux aussi, vous vous concentrez et vous faites ce qu'on vous dit. Vous suivez la consigne, d'accord? Et vous dites rien. Et ceux qui ont déjà vu, ils disent rien, pour ne pas spoiler les autres, pour ne pas divulgacher chez les autres. Donc il y a 2 équipes qui vont se passer des ballons de basket. Des équipes avec des t-shirts noirs, une équipe avec des t-shirts blancs. Et tout ce qu'ils se font, c'est qu'ils se mélangent et ils se passent le ballon. Une équipe a un ballon, l'autre équipe a un autre ballon. Et donc ce qu'il faut faire, c'est compter le nombre de passes que se font l'équipe blanche. D'accord? C'est pas compliqué. Vous comptez les passes de l'équipe blanche. La critère est simple, la consigne est simple. C'est parti. Attention, ça va commencer. Vous les voyez? C'est parti. Concentrez-vous. Alors, combien de passes? Alors attends, d'abord on va dire combien de passes, on va commencer 13 passes ou moins. 14 passes.
Qui a vu 14 passes? Alors, 3 personnes, 4 personnes, 14 passes, 15 passes. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. 16 passes. Oh, bah alors là, il y en a plein. On ne les compte pas, il y en a une douzaine. 17 passes. Une personne a vu 17 passes. Pas grave, attendez, mais il n'y a pas de honte. Hein. Non, mais justement, n'ayez pas honte de lever pour 17 ou vous êtes toute seule. Et 18 passes ou plus, c'est que quelqu'un avait plus que 18 passes. Donc vous voyez déjà, c'est un point intéressant, avant même de parler de plein d'autres choses. Il est certain qu'il y a une réponse unique à cette question, on est bien d'accord. Il suffit de regarder 1000 fois le film, de se prendre le chou, et il y a une réponse unique. Manifestement, la réponse, ce n'est pas unique chez vous. Mais vous n'y pouvez rien, c'est le processus standard de la mesure en physique. On ne trouve pas une valeur unique. Vous mesurez la résistance d'un truc, la longueur d'un machin ou la masse d'un bidule, vous faites la mesure une fois, vous avez trouvé 22 kg, vous refaites une deuxième fois, 22,1, une troisième fois, une quatrième fois. Chaque fois, vous allez avoir une petite différence. Et vous aurez une valeur moyenne et une incertitude de mesure qui va résulter de plein de choses sur lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais pour dire, la mesure, c'est pas, il y a la mesure et c'est 23,2 et puis tout le monde va trouver 23,2. Il n'y a aucune chance que ça se passe comme ça. En même temps, quand on voit la courbe des réponses, on a l'impression que 13, il n'y a personne, 14, il y a un peu, 15, un peu plus, 16, il y en a pas mal, 17, plus personne, et il n'y a personne à 18. On a l'impression que la réponse, c'est 16, 15, 16. Donc si on devait donner une réponse, ils diront la réponse est 15,5, plus ou moins un demi. Sauf qu'on ne donne pas des demi-passes, il n'y a pas de demi-passes. Donc on dirait, il faudrait faire l'analyse du statistique proprement, mais on dirait peut-être 16 passes à une passe près. Peut-être c'est 15, peut-être c'est jusqu'à 17, mais peu probablement 17. Et on aurait l'impression de dire que c'est 16, et que la réponse est 16. Donc effectivement, vous voyez que la réponse 16, on peut la trouver à partir de la mesure, en tout cas la réaliser à partir de la mesure, même si les mesures sont variées, pourvu qu'on ait une large gamme de mesures. Beaucoup de gens qui font la mesure. Parce que finalement, des gens qui vont, pour plein de raisons, d'inattention, ou ils sont aveugles, ou ils ont mal compté, plein de raisons font qu'ils ne trouvent pas la réponse 16. Et qui ne sont pas des raisons, c'est des abrutis. Hein, c'est juste la vie et c'est difficile de compter, même de compter les choses. D'accord. Donc, des fois, c'est pas clair, il y a un truc ambigu. Et puis, le temps qu'on se pose la question, on en a raté une. Enfin, il y a plein de bonnes raisons pour lesquelles on peut se tromper. Ou on ne sait pas compter jusqu'à 17. Plein de raisons. 1, 2, 8, 9, ah merde. Il y a plein de raisons. Donc, à la fin, statistiquement, sur plein de gens, quand on fait plein de fois la mesure, on finira par avoir la valeur avec son incertitude, et puis ça donnera une idée quand même raisonnable de la réponse. Bien. Alors, la deuxième chose, c'est est-ce que vous avez vu un truc bizarre? Alors, qui est-ce qui n'a pas vu le gorille qui est passé dans la Seine? Il y a un gorille qui est passé dans la Seine, qui s'est montré comme ça et qui s'est barré. D'accord? Il y a un gorille qui est passé, je redis bien, hein, pour que... Alors, on regarde le film maintenant, alors on regarde tranquille maintenant, on ne cherche pas à faire une tâche, vous étiez très concentrés, les gens en général qui n'ont pas vu le gorille, c'est qu'ils étaient vraiment concentrés sur leur tâche. Les autres, c'est des guignols, on leur donne une consigne, ils n'écoutent pas, ils font n'importe quoi, et puis après, de temps en temps, ils ont la bonne réponse, ils disent, hey, j'ai la bonne réponse, mais ils n'ont rien glandé, ils n'ont pas fait la consigne. Non, non, non. Moi, je dis ça, j'ai rien dit. Hein. Vous êtes aussi malin, vous êtes aussi capable de voir rapidement des choses. Alors, on regarde maintenant tranquille. C'est reparti, ça s'appelle Monkey Business Illusion. Il y a tout un travail qui a été fait là-dessus. Donc, il faut compter ce qui passe. Alors maintenant, on s'en fout, on les regarde jouer au ballon. Très bien. Alors, remarquez une chose, hein, il y a aussi des choses qui se sont passées. Elles sont plus... Alors, ils passent le ballon, là, on s'en fout, 2, 8, 15, c'est pas grave. Elle passe le ballon, donc on essaie de suivre les blanches, là c'est merdique, elles tournent dans tous les sens, donc c'est un peu compliqué. Et voilà, il y a un gorille qui arrive là, il y a un gars déguisé en gorille qui se barre. On est d'accord? Je ne vous ai pas roulé, hein, c'est le même film. Juste, il n'est pas là. Alors, si on avait dû vous demander, madame, qu'est-ce que vous avez vu du meurtre qui s'est commis devant vous? Et qu'il y en a qui auraient dit, c'est le gorille, et vous auriez dit, mais saute de ma gueule, il n'y a pas de gorille, je suis contre. Alors, l'enquêteur, il dit, mais attendez, c'est le gorille ou c'est pas... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc vous voyez aussi le problème du témoignage judiciaire, par exemple, mais en général. Le problème du témoignage, il est extraordinairement important dans plein de situations, et vous voyez à quel point on peut raconter n'importe quoi, entre guillemets, un truc qui n'a rien à voir avec le réel. Par ailleurs, pour ceux qui ont vu le gorille, est-ce qu'ils ont vu d'autres choses?
Exactement. On va revoir tout le film après. Et autre chose. Exactement. Alors regardez bien. Même ceux qui auraient vu le gorille, parfois ne voient pas, un, que la couleur du rideau de fond a changé, et que deux, ils finissent à 5 alors qu'ils ont commencé à 6. Parce qu'on est focalisé sur un truc. Évidemment, celle qui disparaît, ce n'est pas une t-shirt blanc, c'est une t-shirt noire, évidemment. D'accord? Donc là, maintenant, on regarde tranquille, le rideau est rouge, et il y a 3 personnes de chaque camp. Et à la fin, vous allez voir, le gorille apparaît, le rideau change de couleur discrètement, et une personne noire se barre, et ils finissent à 5. Donc là, c'est devenu orange, et là, il n'y a plus que 2 noirs, regardez. L'autre, elle est partie. D'accord? Et donc, tous ces effets-là, cumulatifs, eh bien, on va en rater. Alors peut-être on verra un, peut-être on verra 2, mais on ne verra pas toutes les choses qui peuvent se passer. Ça devient compliqué, il y a trop d'informations à capter, on ne captera pas forcément tout. Tout ça pour dire que c'est une chose importante à retenir, je dis ça pour vous. Vous allez voir, vous allez vous faire emmerder dans le futur, désormais. Mais vous pourrez rétorquer, vous allez voir. Il est difficile de faire bien 2 tâches simultanément. De voir le gorille et compter les passes correctement. Quand on est engagé dans sa tâche, qu'on est focalisé sur une tâche proprement, toutes les autres disparaissent. Et à l'inverse, j'avais fait des stats aussi sur les plus grandes assemblées, où les gens, on peut regarder que les gens qui ont vu le gorille, typiquement, ne trouvent pas 16 passes. Ça veut dire que quand on voit le gorille, on n'a pas le bon nombre. Donc ça veut dire que pour avoir le bon nombre, typiquement, on est focalisé sur sa tâche, mais on ne voit pas le gorille. Et qu'à l'inverse, si on voit le gorille, on s'est un peu trompé dans sa tâche. Pas grossièrement, mais on s'est un peu trompé dans sa tâche. Tout ça pour dire qu'il est très difficile de faire correctement 2 tâches à la fois. Par exemple, travailler en écoutant de la musique. Autre exemple, travailler avec son téléphone portable qui fait bzip toutes les 5 minutes sur la table. Par exemple, conduire en téléphonant. Par exemple, conduire en lisant son plan à côté. On fait bien une seule tâche à la fois. Et dès qu'on en a 2, il y a une assez grande probabilité qu'on fasse un peu mal les 2. Et quand c'est conduire, le un peu mal, des fois, ça fait très mal à la personne en face. Et quand c'est pas bien, quand on pense qu'on travaille, je dis ça pour que votre maman vous embête après, mais quand on dit qu'on travaille avec son téléphone portable posé, on ne travaille pas vraiment parce qu'on est toujours en train d'essayer de se demander est-ce qu'il ne va pas m'arriver un petit SMS, un petit message, un petit quelque chose qui va me changer les idées de mon travail qui finalement, il faut reconnaître, m'emmerde un peu. Et donc pour bien faire une tâche, il faut se focaliser sur elle. C'est très important à retenir. Sinon, il peut y avoir parfois, ça ne fait aucun problème, en ce sens qu'il n'y a pas de conséquences dramatiques. Dire 15 au lieu de 16, ou ne pas voir le gorille, ou le voir, enfin, ça n'a pas de conséquences dramatiques. Et même dans la situation, on peut être parfois inattentif au volant, ou en vélo, quand on est en vélo, hein, si on circule en vélo, ou en n'importe quel système, même à pied. Traverser la rue avec son téléphone portable en focalisé sur la conversation, c'est potentiellement dangereux, parce qu'on ne traverse pas bien la rue. Donc il peut y avoir aucune conséquence. C'est passé, comme on dit, ça passe. Mais des fois, ça ne passe pas. Donc il faut être très attentif à ça. On ne peut pas faire 2 tâches correctement à la fois. Et par exemple, j'ai vu ça en Suisse, dans les examens pour être médecin, je dirais le cursus de médecine, en fait, hein, pour les premières années, ils ont un examen, comme en France, un concours, même un concours. Et dans ce concours, il y a un exercice qu'on ne voit jamais en France, un exercice de minutie. Il faudrait que je vous le montre une fois, c'est drôle. Il faudrait que vous le trouver, hein, ça existe, je l'ai trouvé sur le net. Une page A4, entièrement remplie de tout petits C et de tout petits O. C-O, C-C-O, C-C-O, C-O. Il y en a des lignes, il y en a une page complète, énorme, tout petit. Et on vous demande, en 5 minutes, sur cette page, de rayer tous les C qui ne sont pas suivis d'un O. À vous. Alors, il y aura, vous en aurez rayé trop ou pas assez, rayer des trucs qu'il ne fallait pas rayer, et pas rayer des trucs qu'il aurait fallu rayer. Enfin, il y a plein de façons de lire ce que vous avez fait. Vous avez 5 minutes, ce n'est pas possible à faire en 5 minutes, et on voit. Voilà. D'accord? Donc, ils ont ça comme une des petites épreuves collatérales. Après, ils ont des grosses épreuves de sciences, de langue, etc. Ils ont ça dedans. Je trouve que c'est assez rigolo. J'avais fait l'expérience aussi, mais il y a longtemps, avec une maîtresse en primaire. C'était assez rigolo. Avec des élèves de CM1. On leur avait fait des exercices simples qu'ils savent faire. Simples, ils savent les faire. C'était pour leur montrer, on travaillait sur l'attention.
sur l'attention. Des exercices simples qu'ils savent faire. Ils les font tous nickel. Même ils disent ouais, c'est super facile, ils les font. Après, on reprend des exercices du même genre. Mais cette fois-ci, on ne fait pas le silence dans la classe. On met de la musique et on met un peu de musique inhabituelle pour ces enfants, mais du métal. Un truc. Et on le met, quoi. C'est pas en bruit de fond, c'est on y va. Allez, faites l'exercice. Oui, mais c'est parti, il faut faire l'exercice. Et on voit les statistiques de réussite. Elles s'effondrent. Et les gamins sont tous surpris de réaliser qu'elles se sont effondrées à ce point. Parce qu'il y a simplement cette musique à la con, bruyante d'une part, mais en plus inhabituelle. Ce serait une musique à laquelle on est habitué. Peut-être que le cerveau arrive à la chanter, qui les perturbe beaucoup. L'attention, j'insiste pour les jeunes, mais même pour les adultes, l'attention, c'est votre attention au monde qui fixe votre monde. Votre monde dépend de ce à quoi vous portez attention. Si vous ne portez pas attention aux bons endroits, votre monde ne sera pas le même. Aux bons endroits, à des endroits ou à d'autres, votre monde ne sera pas le même. Les Facebook, Twitter, Instagram, je ne sais pas quoi, tous ces objets-là cherchent à détourner votre attention et à modeler votre monde. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser votre attention, ce sont d'autres qui vont maîtriser votre monde, qui vont vous montrer ce qu'il y a à voir, pense-t-il pour vous, et vous le suivez parce qu'on vous a maîtrisé votre attention. Tout ça pour dire, vous voyez tout ce qu'on vient de faire là pour l'instant, tout ce qu'on a fait, c'est nos sens nous trompent, entre guillemets, en ce sens qu'il faut faire attention à ce que l'on voit. Ce n'est pas parce que je l'ai vu que c'est vrai. L'attention forge votre réalité. Et ceux qui essaient de détourner votre attention ne le font pas dans votre intérêt en général, et ils vont fabriquer votre monde en détournant votre attention. Merci de votre attention. Donc on a 10 minutes pour quelques questions. Oui, Vanessa, au fond. Alors on va lui donner le micro pour que tout le monde l'entende. Tu parles fort? Vas-y. Ouais. Absolument, bien sûr. Bien sûr, c'est même un très gros problème, le problème de l'interprétation de ce que l'on voit. Prenons une très belle image astronomique, le 2,27, c'est quoi ce truc? On le voit en 2D sur le fond du ciel. C'est quoi sa structure tridimensionnelle? Comment puis-je la lire? Y a-t-il un moyen d'y avoir accès? Il peut y avoir en partie accès en mesurant la vitesse de ce gaz et en faisant autre chose qu'une image. Il faut l'analyser d'une autre façon que simplement l'image, en faisant ce qu'on appelle de la spectroscopie par exemple. Mais vous voyez, donc, les astrophysiciens sont très au courant de cette affaire-là, bien sûr, de cette question d'interprétation. Mais il y a la même chose, par exemple, si vous êtes paléontologue. Vous trouvez un tas d'os dans la couche crétacé-tertiaire. C'était quoi la forme de cet animal? C'était quoi sa masse? Comment il bougeait? Qu'est-ce qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'il faisait? Donc, dans ces disciplines-là où on n'a pas accès directement à l'objet d'étude, et des fois, le directement, c'est compliqué. Quand on parle de physique des particules, il faut l'accélérateur du CERN. Et donc, on n'a pas accès aux particules au sens où je les touche. On a un machin énorme autour. Donc, cet accès, ce n'est pas toujours un accès très simple. Mais on a l'impression d'avoir sous la main les choses, d'agir dessus. Là, vous ne pouvez pas agir dessus. Vous avez un tas de trucs posés devant vous. Il faut se débrouiller avec, entre ce que vous savez déjà, ce qui est autour de vous et les éléments que vous retrouvez. Donc, il y a toujours ce problème de rétrodiction, d'interprétation, d'être cohérent entre ce que vous voyez et ce que vous savez. Et donc, on ne construit pas une manière de vérité, mais on construit plutôt une manière de chose qui est la plus cohérente possible entre tout ce qu'on sait déjà et ce qu'on voit. Et des fois, il y a des choses qui ne rentrent pas dedans. Alors, il faut... est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'il faut changer un peu le cadre interprétatif? Et comment on fait pour intégrer tous ces phénomènes ensemble? Bien sûr, plein de choses sont possibles. Vous pourriez imaginer finalement des gens qui déposent des choses à un endroit pour faire croire quelque chose. Il y a eu tous les fake news, on dirait maintenant, mais les faux, l'homme de Piltdown, par exemple, en paléontologie, qui était un assemblage de plusieurs squelettes, de plusieurs hommes disparus, mais d'espèces, et surtout d'époques différentes. Et on dit, oh, c'est marrant, il est vraiment incroyable celui-là.
jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'était une arnaque, quoi, d'une certaine façon. Donc, il y a eu plein de choses comme ça, évidemment. Donc, c'est très compliqué de construire une discipline où on n'a pas accès directement aux choses. Accès directement, vous voyez, des fois, c'est pas simple, hein, parce que qui a vu un électron? Et pourtant, on utilise l'électricité tous les jours. Qui a vu un atome? Bah si, il y en a un gros tas ici, mais enfin, voir un atome tout seul. Donc, voilà, on essaie de construire une représentation du monde à partir de ce qu'on en voit de là où on est. Il y a des fois, on a l'impression que c'est facile, entre guillemets, quand c'est de la science expérimentale de laboratoire, et déjà c'est très compliqué, mais ça peut être vraiment compliqué quand on n'a pas du tout accès aux objets, parce qu'on ne peut pas y aller, ou parce que les durées mises en jeu sont gigantesques, et donc essentiellement, il a l'air de ne rien se passer, alors qu'en fait, si, il se passe des choses, mais pas à notre échelle de temps. Donc cette question-là, elle est vraiment première dans tout un tas de disciplines. Oui, je vais vous donner le micro pour qu'on enregistre les questions et les réponses, en fait. Moi, j'aimerais bien savoir votre avis sur ce qui est très troublant, c'est que l'infiniment petit est souvent assez finalement similaire comme interprétation avec l'infiniment grand. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a une construction de la pensée qui permet qu'une seule modélisation de choses qu'on ne voit pas, ou est-ce que ça correspond finalement à vraiment des choses très cohérentes? Alors, parce que cette liaison entre infiniment petit et infiniment grand, d'abord, elle vient de loin du point de vue philosophique. Elle a une résonance en cosmologie actuelle, où les époques très anciennes de l'univers, qui étaient beaucoup plus denses et beaucoup plus chauds qu'il ne l'est maintenant, pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes, etc., mais une matière beaucoup plus dense et beaucoup plus chaude que maintenant, et a eu des passages qui ont été si denses et si chauds que ça correspond à des états de la matière qu'on reconstruit fugitivement dans l'accélérateur du CERN, par exemple. Donc, dans des opérations de physique microscopique, on reconstitue très fugitivement des états de la matière qui ont prévalu dans l'univers il y a 13,8 milliards d'années. Mais ce lien entre infiniment grand et infiniment petit, il a pu être fait et tombé par ailleurs quand on a commencé à décrire l'atome comme un système planétaire avec le noyau et des électrons qui orbitent autour comme les planètes orbitent autour d'une étoile. Et ce modèle, dit modèle du planétaire de l'atome, il a eu quelques vertus initiales, mais maintenant on le sait qu'il est complètement hors jeu et qu'il faut construire un modèle tout à fait différent, une représentation tout à fait différente de ce que c'est la réalité du noyau et des électrons, donc de l'atome entier. Donc parfois il y a eu des liens, parfois il n'y en a pas, mais il y a aussi l'idée que, ça c'est des idées philosophiques pour lesquelles je ne pourrais pas épiloguer longuement parce que je suis peu savant dedans, mais que le tout est dans le tout réciproquement. C'est-à-dire que comprendre, on a imaginé la première fois qu'on a vu au microscope des spermatozoïdes, des gens ont dessiné ce qu'on appelait des homoncules, un tout petit homme, tout petit dessiné dans le spermatozoïde. Ben évidemment, c'est le truc, les femmes, hein, c'est juste pour donner la vie. Le truc qui compte, c'est les garçons. Et les spermatozoïdes, il y a évidemment un tout petit être humain dessiné dedans, qui est l'humain en puissance, qui va naître ensuite. Vous voyez, donc c'est aussi marqué beaucoup par d'une part de la philosophie, des questions philosophiques, mais aussi des positions, disons, spirituelles, philosophiques sur le monde. Et donc, c'est des humains qui font la science. Donc, il peut y avoir ces biais-là, mais si la science réussit quand même à progresser, ça veut dire à mieux comprendre les choses, à les comprendre de mieux en mieux, il y a encore énormément de choses incomprises, c'est aussi parce qu'elle procède par une certaine méthode, indépendamment des croyances, disons, ou des gens qui pratiquent les sciences, ou qui font les sciences. Si vous suivez la méthode, dite méthode scientifique, sur laquelle on pourrait épiloguer pendant des heures, eh bien, à la fin, vous aboutissez, même par des méandres incompréhensibles, vus dans l'histoire des sciences, dire « Ah, mais c'était des charlots, ceux-là, ils ont mis un siècle pour comprendre, alors qu'ils auraient pu s'éviter, prendre des raccourcis, être plus malins. » Malgré ces méandres, si on suit la méthode, on finit par comprendre les choses. En tout cas, on a toujours réussi. Et parfois, ça prend du temps. On a mis 20 siècles pour se débarrasser de la vision géocentrique du monde. 20 siècles, c'est long. Hein. On va prendre 2 dernières questions. Bah, écoute, ils sont scotchés, Roland. Ils n'ont plus rien à demander. Ah si, ça y est, ça y est. J'avais une question à propos de la pareidolie Oui. du visage de l'homme de Mars. Ouais. Je me demandais si la pareidolie pouvait marcher si le visage était à l'envers. Ah ben, je vais essayer, bonne question. Il faut retrouver l'image et la retourner dans tous les sens. Oui, mais comme on a vu tout à l'heure, ces questions d'ombre, très bonne question évidemment, parce qu'on a vu que les ombres, ce qu'on interprète comme dessus, dessous, en avant ou en creux, dépend
très fortement parfois de l'orientation de l'image. Il faudrait essayer de la voir dans tous les sens. Le problème, c'est qu'aussi ton cerveau, quand il a enregistré que sur une image, il a enregistré un truc, après tu peux le tourner dans tous les sens, il lira le truc, quoi. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais, très bonne question, effectivement, elle a été mise dans un sens, pour des gens qui n'avaient jamais vu l'image, on te la présente directement dans le sens, comme dans mes cubes, là, 6 cubes, 7 cubes. Tiens, regarde, cette image, elle a 7 cubes. Tiens, regarde, cette image, elle a une tête de martien. Et si on t'avait montré autrement, avec des niveaux de gris différents, avec des contrastes différents, orientés différemment, posés comme ça, toi, t'aurais dit, bon, ben, elle est bien ton image de Mars. Et puis voilà. Donc, bon, il faudrait faire attention. Le cerveau, il imprime aussi les choses. Une fois qu'il a vu une chose, c'est pas facile de lui enlever la chose. Comme tout à l'heure, on voyait avec ces dames qui ne voyaient la jeune fille et pas la vieille dame. Et il faut faire cet effort de dire, il faut qu'on décrive. On dit, mais là, il y a le menton, là, il y a le cou, là, il y a le... Ah oui, ça y est, je la vois. Il faut que le cerveau, il faut changer son regard, comme on dit. Mais en fait, c'est changer la façon dont on interprète l'image. Donc, cette pareidolie martienne, effectivement, posée sur notre sens auprès de quelqu'un qui ne l'aurait jamais vu, il est possible qu'il dise non, bah, tu vois quelque chose de spécial? Non. Il faudrait tester avec quelqu'un qui n'a jamais vu l'image. Merci. Une dernière question? Dernière question, avec plaisir. Alors justement, on a vu que tout était question un petit peu d'interprétation et de méthode d'interprétation. Et justement, ce que je voulais savoir, c'était quand vous... Enfin, j'imagine qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent un petit peu sur les mêmes observations, les mêmes phénomènes. Et déjà, est-ce que vous vous mettez d'accord sur un sens d'interprétation ou un sens de lecture, on va dire, de point de vue vision? Bien sûr. Et comment est-ce que vous assurez en fait que vous avez pris le bon point de vue? Comment est-ce que vous assurez? Parce que c'est jamais un seul. On essaie justement de ne pas avoir, entre guillemets, un seul point de vue. Bien sûr, le point de vue au sens physique, on est posé ici et maintenant sur Terre. Mais le point de vue, c'est aussi, tout à l'heure, je disais, est-ce que vous existez parce que je vous vois? Peut-être c'est un hologramme, j'en sais rien. Mais si déjà je fais intervenir un deuxième sens, si je vous touche, je vous vois et je vous touche. Alors déjà, pour me rouler sur deux sens, il faut faire un effort. Je vous sens. Ah ben là, je dis, je vous entends. Il ne faut pas déconner quand même. Là, c'est vraiment un super fantôme, quoi. Donc, la multiplicité des regards, alors au sens de l'interaction, ça veut dire dans le cas de l'astronomie, une image, mais regardez aussi en infrarouge, regardez en lumière visible, regardez en ultraviolet ou en rayons X, faire de la spectroscopie dans toutes ces longueurs d'onde. D'où l'importance d'avoir des ondes gravitationnelles, de les observer désormais. C'est une nouvelle façon de voir des phénomènes. Et donc, du coup, des choses qui sont émettrices d'ondes gravitationnelles et vous n'êtes pas capable de détecter, elles n'existent pas. Au sens strict du terme, vous n'avez aucun moyen d'avoir de l'information sur elles. Et donc, maintenant qu'on a de l'information par les ondes gravitationnelles, elles existent, on peut commencer à essayer d'en parler avec un seul point de vue, d'où l'importance d'essayer d'avoir un deuxième. Est-ce que cette émission d'ondes gravitationnelles, il y a pu avoir une contrepartie en lumière? Il y a un truc lumineux qui s'est produit à l'endroit d'où vient la source d'ondes gravitationnelles, dans la direction de la source d'ondes gravitationnelles. Et cette lumière, c'était quoi? Donc c'est toujours essayer d'avoir le multiple point de vue sur le même objet. Et ce n'est pas des points de vue en tournant autour, ou en attendant 5 ans ou 10 ans pour voir si ça a changé. Ce sont des points de vue lumineux à chaque fois, ou d'autres messagers, qui peuvent être des particules, des neutrinos, ou d'autres particules, ou des ondes gravitationnelles. Donc c'est surtout ça qui est important en astronomie, en astrophysique, la multiplicité des points de vue. Merci beaucoup, Merci Roland, à vous pour ce moment passionnant. Merci à vous d'être venus si nombreux aujourd'hui. Alors, on vous rappelle qu'il y a la dernière plaquette de la programmation du Placilab à l'entrée. Vous avez tous les stages pour les enfants et les adultes de janvier à avril 2019. Nous vous rappelons que nous avons également un club pour les enfants. Bon, là, il est un petit peu plein. Mais si vous voulez venir vous inscrire, il faut s'inscrire dès le mois de juin, en fait. Et pour avoir une place ici au mois de septembre. Voilà, encore merci pour votre venue. Et puis, n'oubliez pas, l'exposition Illusions d'optique au Palais de la Découverte jusqu'à, je crois, janvier 2019. Non, juin 2019, pardon. Sur le feu à la Cité des Sciences, très bien. On vous souhaite un bon week-end et un bon repos.